Bonjour à tous et à toutes, je continue sur Giacomo Meyerbeer en abordant la cavatine du page, cet air ravissant qui fait partie du premier acte des Huguenots, 1836, donc la date de sortie, si je puis dire, de présentation au public. Et donc ce premier acte est surtout marqué par les hommes, c'est un acte masculin, à tel point que même le page est masculin, même si c'est une femme qui l'incarne, et heureusement, parce que ça ferait trop de voix masculines, et heureusement il y a cette voix féminine du page, qui est un rôle travesti, et ce page évidemment rappelle Oscar d'un bal masqué. D'ailleurs j'ai dû dire une bêtise tout à l'heure, je pense que le titre de l'opéra d'Auber doit être un bal masqué aussi, voilà, c'est l'assassinat de Gustave III, et il y a aussi donc un bal masqué de Verdi. Voilà, je n'ai pas écouté encore celui d'Auber, mais je le ferai sans doute prochainement, puisque je vais aborder également ce compositeur, enfin les opéras qu'il a fait. Donc, le page est annoncé par quelques notes flûtées, et il y a la belle réplique du comte de Nevers qui dit « En ce château, que cherchez-vous, beau page ?» Je chante très mal et faux, mais c'est très beau. Vous voyez, ce petit récitatif de rien du tout est très bien utilisé par des gens qui chantent juste, évidemment. « En ce château, que cherchez-vous, beau page ?» Vous voyez l'idée, de toute façon, le but, c'est pas de mettre ma voix en valeur, c'est de voir l'idée. C'est-à-dire qu'il est soucieux des détails, de récitatifs, qui font progresser l'action, qui donnent un côté émoustillant à l'action. Beau page, pourquoi? Parce qu'en fait c'est une femme, pour l'époque, c'était une femme donc déguisée, travestie en homme, et donc ça moulait ses formes, et il y avait un côté apparemment érotique, si j'ai bien compris, à la présence de ce page. Donc une femme travestie en homme, voilà. Alors, la cavatine d'Urbain, une dame noble et sage, c'est absolument ravissant, et ça a été chanté par plein de chanteuses, même dans des films musicaux avec Jeannette MacDonald, je sais plus dans lequel, je crois que c'est dans Le Chant du Printemps. Voilà, ça a été un gros succès, même quand l'opéra de Meyerbeer, Les Huguenots, n'était plus connu, cette aria était chantée, Voilà. Une dame noble et sage, dont les rois seraient jaloux, m'a chargé de ce message. Chevalier, pour l'un de vous. Voilà. Vous voyez, mais là je chante très mal, mais c'est absolument ravissant, tout simple mais ravissant. Et donc en fait il ne sert pas à grand chose, il est là pour décorer et pour créer une sorte de suspense. Ce message, à qui est-il destiné? De qui vient-il? Vous l'aurez deviné sans doute, il vient de Marguerite de Valois qui va inviter Raoul. Vous savez que Marguerite de Valois, dans cet opéra, ce n'est pas la vraie Marguerite de Valois, même si elle a quand même beaucoup de points communs avec elle. C'est quand même la bonne fée. C'est la dame de cœur, c'est la reine des cœurs, en fait, un petit peu. Et c'est très opéra comique, tout ça. Voilà. Mais c'est vraiment un grand personnage et un grand rôle de soprano lyrique. En fait il nous plonge cet air d'Urbain, le page, dans une sorte d'extase amusée, et il ne fait que retarder le moment où le suspense va être révélé, enfin va cesser. Alors d'ailleurs il y a quelques vocalises finales qui semblent retarder le moment où on va enfin savoir à qui est ce message. Enfin, une fois qu'on a vu l'opéra une fois, on sait, après il n'y a plus de suspense, mais on laisse prendre quand même. Donc d'ailleurs le personnage de Nevers qui joue le fa, le superficiel au second degré, croit que c'est pour lui, mais en fait on ne sait pas s'il fait semblant de croire que c'est pour lui ou s'il y croit vraiment. Et en fait c'est pour Raoul de Nangis, voilà, il s'imagine que le fa au second degré, comte de Nevers, que c'est je ne sais quelle comtesse ou marquise qui lui fait des avances, en fait, mais non.
En fait, c'est pour Raoul et ça frappe tous les nobles. Et quand donc Raoul va lire le message que lui a donné le page finalement, c'est pour vous. Il le dit comme ça. Enfin, c'est assez amusant. Enfin, et Marcel intervient, c'est mon maître, il est là, le voici, etc. Enfin, bref, voilà. Et donc c'est Raoul qui lit le message. Hein, là, c'est simplement parler. Il est un peu perplexe, Raoul, il prend pas ça trop au sérieux, mais il le tend le message au comte de Nevers, et là il y a un grondement de tonnerre, ouf, et c'est un peu un effet sans cause, c'est excessif, quoi. Enfin, il y a un effet théâtral très réussi, il lui donne le message, il dit « Oh, incroyable, c'est la reine Marguerite, qui n'est pas reine d'ailleurs encore, mais tant pis, bon, on fait semblant de le croire, qui lui a donné ce message, et donc là tous les nobles se disent mais ce Raoul c'est formidable, il est huguenot mais il est favori de la reine, et donc il faut aller dans son sens, il faut le flatter, et donc là il y a un passage remarquable, intermédiaire entre le récitatif et l'air, enfin la musique en fait un petit peu. Je suis un peu maladroit de mes expressions, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vous savez si je suis un ami sûr et tendre, s'il fallait vous servir, s'il fallait vous défendre, etc. Il y a un troisième personnage qui intervient, et ça individualise les personnages, d'ailleurs, hein. Très intéressant, ils sortent du chœur, chacun, il y a énormément de personnages, hein. On a appelé cet opéra la nuit des 7 étoiles, parce qu'il y avait 7 très grands rôles qui demandaient de très grands chanteurs, mais on pourrait dire la nuit des... Je sais pas combien d'étoiles, il y en a eu tellement. Donc les 7 étoiles, c'était d'ailleurs Marguerite de Valois, Raoul de Nangis, Valentine de Saint-Brice, le comte de Saint-Brice, le comte de Nevers, le page, et j'en oublie un, quel est le 7e, dites-le moi, je vais peut-être le retrouver, hein, et Marcel évidemment, hein, voilà, 7 très grands rôles, et d'ailleurs, je vous le signale au passage, hein, parce que je vais oublier, mon premier roman que j'ai publié en 2005, en décembre 2005, il s'intitulait L'heureux stratagème ou la nuit des 3 étoiles, c'était une référence aux Huguenots et aux 7 étoiles, hein, et c'était pas chichiteux comme a prétendu une lectrice, enfin une personne plutôt qui avait vu le titre, non, parce que c'était une nuit des 3 étoiles, c'était une allusion à la nuit des 7 étoiles, donc il fallait connaître effectivement cette particularité, et donc c'est un roman axé sur cet opéra qui m'avait vraiment frappé à l'époque et qui me séduit encore, et peut-être plus qu'à l'époque d'ailleurs, hein. Et donc Raoul se voit courtiser, quel changement soudain, que puis-je donc, grand Dieu? Tout. Alors, il y en a qui dit tout, une voix grave, tout, un autre qui dit un autre tout, et le page qui finit par dire tout. Alors là, le page embraye, enfin, si on peut dire, les plaisirs, les honneurs, la puissance combleront comme et toujours la puissance, à qui c'est la saisir. Heureusement qu'il y a la voix féminine d'ailleurs, parce qu'il n'y aurait que des voix d'hommes. C'est une bonne idée d'avoir introduit le page. Quelle bonne nouvelle, la beauté, en ce jour, la beauté vous appelle. L'audace est toujours la puissance. Et là, le page, là, il est émoustillant. Il y a une série de vocalises. C'est faux, mais vous voyez ce que je veux dire? Il en rajoute le page, ouais. Et ça fait un ensemble un peu qui peut paraître un peu vulgaire finalement. C'est de la musique, ça pourrait passer pour la musique facile, mais il y va carrément, quoi. Il y a le sens musical et théâtral en même temps. Et alors après, à la fin, dans les versions complètes, il y a une surdose, même là, c'est un peu fort, un peu outré. La puissance, et puis jusqu'à une note très aiguë du page, et tout le monde reprend une partie d'un air qui a été interprété précédemment, hein. On se doutait d'ailleurs que ce morceau, que ce chœur allait être repris. Une fois qu'on connaît un peu les opéras, on voit un peu les techniques qui sont utilisées, hein. Mais ces vocalises là qui ouais, vraiment, et aucun compositeur n'a jamais fait ça à ma connaissance.
c'est fou, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est complètement novateur chez Meyerbeer. Je sais pas. Et bon, j'ai pas écouté, vous me direz, tous les opéras du monde, hein, mais il y a quelque chose que je n'ai pas vu chez beaucoup. C'est un novateur, c'est un créateur. Voilà, il innove. Et d'ailleurs, il y a une chanteuse époustouflante actuellement qui est très célèbre, Diana Damrau, qui remarque cette originalité chez ce compositeur. Hein. C'est elle d'ailleurs qui a rendu célèbre l'opéra Europe reconnue, hein, qui avait été créé je crois que c'est en 1775 pour l'ouverture de la Scala de Milan, Europe reconnue, donc de Salieri, hein, et qui a interprété notamment ce fabuleux morceau qui monte jusqu'au contresol, qui est plus complexe que l'air de la Reine de la Nuit, de la flûte enchantée, hein, beaucoup plus complexe et plus fort, peut-être au niveau dramatique encore, hein, avec des notes plus aiguës, c'est plus aigu, hein, plus difficile à chanter certainement. Si on fait confiance à Diana Damrau, oui, hein, c'est clair. Et voilà. Et donc il y a quelque chose de novateur, enfin d'émoustillant, de théâtral, de musical. Tout ça, ça forme un ensemble qui monte la mayonnaise en fait, fait monter le truc. Mais en même temps, on sent que c'est très comment dire, très pas calculé dans le mauvais sens du terme, mais il maîtrise le truc, il sait ce qu'il fait, il fait pas n'importe quoi. Les voix vont pas dans n'importe quel sens, sauf si les chanteurs ne sont pas compétents ou chantent de façon discordante, voilà. Et souvent d'ailleurs, ce final de l'acte 1 est coupé, il y a des notes qui sont coupées, et c'est dommage, parce qu'il faut vraiment le restituer tel qu'il était initialement, même si le compositeur lui-même a imposé des coupes à certains théâtres qui n'avaient pas des chanteurs adéquats. Hein. Vous savez que Giacomo Meyerbeer composait des opéras en pensant à un interprète particulier, et s'il n'avait plus l'interprète, il arrêtait la confection de son opéra. Voilà. Alors, on va passer à l'acte 2. Alors, l'acte 2, c'est un acte plus féminin. Il y a pratiquement pas d'hommes. Enfin, il y a un homme, à ma connaissance, hein, si je me trompe pas. Si je mélange pas l'acte 2 et l'acte 3. Non, il y a un homme. Hein, il y a Raoul de Nangis, simplement. Le caractère donc paillard, guerrier, mais harmonieux du premier acte est contrebalancé par ce deuxième acte qui est celui de la sensualité, de la grâce. Il y a le grand air de Marguerite de Valois qui peut sembler artificiel un petit peu, mais qui ne l'est pas tant que ça, et qui est bon, au beau pays de la Touraine, tout le monde le connaît, et il y a des prolongements d'ailleurs. Il a été chanté d'ailleurs remarquablement par Montserrat Caballé qui le rend vraiment idyllique, d'une beauté incroyable. Et il faut une voix adaptée, il faut une voix assez pure, une voix de soprano lyrique, mais avec un timbre qui n'est pas chargé. Il y a de très bonnes chanteuses, très bonnes sopranos qui ont un timbre trop sombre, qui n'est pas fait pour chanter ça, hein, comme dans certaines versions qu'on peut voir, mais c'est assez rare. Globalement, on trouve les bonnes sopranos. Il y a Ghislaine Raffanel qui chantait pas mal, mais on lui reprochait de confondre le personnage de Marguerite de Valois avec celui de Zerbinette d'Ariane Anaxos. Hein. Zerbinette d'Ariane Anaxos, c'est plutôt une soprano léger, un soprano léger hein, quand même. Alors que là, c'est un soprano plutôt lyrique, hein, si je me trompe. Voilà, il y a bien qu'il y ait des vocalises. Hein. Bon, mais donc cet air au beau pays de la Touraine, riant jardin, verte fontaine, doux ruisseau qui murmure et murmure à peine que sur tes bords j'aime à rêver, enfin, etc. Et alors là, c'est en sol majeur, et il y a une partie en sol mineur, hein, au milieu, qui est pas toujours chantée d'ailleurs, hein, et il y a une reprise de la première partie. C'est A, B et A. Enfin, A', parce qu'il y a une légère différence. Ça rappelle un peu, tiens, la structure des airs d'Acapo, mais c'est pas du tout le même genre d'air, hein, de l'opéra baroque. Et donc, belle forêt sombre rivage, cachez-moi bien sous votre ombrage, et que la foudre sous l'orage, etc. C'est la partie en mineur, hein, que chante Faux, mais pour vous donner une idée de ce que c'est.
Donc première partie que j'ai chantée mal, mais en majeur, en sol majeur, ensuite en sol mineur et ensuite de nouveau en sol majeur. Et j'aime bien que l'air soit chanté dans son intégralité. Après, on passe à un récitatif, d'ailleurs très réussi, et il y a la reine Marguerite qui va chanter avec des chœurs. Sombre chimère, humeur sévère, n'approche guère de notre cour, na, la, 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 etc. Bon, il y a tout ça, et ça finit par un contre-ut. Quand c'est Joan Sutherland, c'est un contre-ré ou un contre-mi. C'est toujours plus, elle, voilà. Et voilà. Et il y a beaucoup de vocalises. C'est ravissant en fait. C'est quelque chose de ravissant qui ne caractérise pas tellement la reine ou la caractérise de façon un peu simpliste. Elle est transformée, la reine, en la dame de cœur, la reine des cœurs, qui a un côté un petit peu olé olé, certes, mais qui reste quand même une grande dame amoureuse, quoi. C'est le symbole de l'amour, voilà. Comme le page, d'ailleurs, je l'ai peut-être pas dit, au premier acte, c'était un peu Cupidon, ce page, c'est un peu Cupidon, faut vous dire ce qui est. Et moi, c'est un rôle que j'aurais adoré, un rôle, si j'avais été, j'aurais pris le rôle des pages, j'avais été une femme à l'époque, et voilà. Donc c'est le rôle de l'amour, et il y a ce cœur, et au bout d'un moment il y a des effets d'écho, il y a une série de vocalises que des chanteuses rajoutent d'ailleurs plus ou moins. Je crois qu'elles ont une certaine liberté, j'ai l'impression, puisque d'une version à l'autre il y a plus ou moins de vocalises. Dans la version de Joan Sutherland par exemple, il y a juste la version l'air en 3 parties dont j'ai parlé là, le Beau pays de la Touraine. Il y a juste la première partie qui est gardée en sol majeur. La partie en sol mineur et la reprise en sol majeur n'est pas gardée malheureusement. Voilà. Mais il faut dire que Joan Sutherland est 64 ans, donc elle a une voix un peu, un petit peu qui a baissé. Faut dire ce qui est quand même. Voilà. Donc, alors, l'orchestration de la partie en sol majeur, je l'ai noté, elle fait penser au vent et à l'orage. Il y a une orchestration très habile qui fait penser aux arbres d'une forêt secouée par l'orage. Voilà, c'est vraiment une grande recherche en fait. Et on constate aussi, mais c'est pas moi qui le remarque, je l'ai constaté après avoir lu le commentaire du musicologue, que il y a des sonorités aquatiques de la harpe qui accompagnent l'air de Marguerite, évidemment, et l'air du Coryphée, puisqu'elle se trouve au bord du Cher. Elle est au bord du Cher avec les demoiselles d'honneur. Elle commence à se rhabiller simplement. Donc il y a un côté un petit peu érotique, mais de bon goût, vous voyez. Le compositeur, oui, fait remarquer un musicologue, fait dialoguer la flûte et le violoncelle, et on demande, si possible, aux musiciens d'imiter la voix humaine. Voilà, dans la partition d'orchestre. Alors ensuite, il y a une seconde partie fait intervenir le page et une dame d'honneur, puis un chœur qui a aussi sa portion mineure, dans laquelle la flûte a la part belle. Il y a des solos de flûte, ou des flûtes qui accompagnent l'ensemble. Alors, il y a aussi un très beau texte, un très beau récitatif. Venez, madame, sous ces épais ombrages, trouver un doux abri contre un soleil brûlant. Le fleuve fortuné qui baigne ce rivage nous offre de ses eaux le rempart transparent. Je chante très mal, mais c'est parce que je suis pas soprano, et c'est encore une phrase qui est intermédiaire entre le chant et le récitatif, qui fait progresser l'action et qui met en lumière aussi une des dames d'honneur. Vous voyez, cette volonté de faire sortir de l'anonymat une partie des gens du cœur. Ça, c'est très important et c'est pas si fréquent. Il y a une sorte d'altruisme chez ce compositeur, je trouve. Et on le verra d'ailleurs par la suite, quand je parlerai du reste de sa biographie, une sorte d'altruisme. C'est quelqu'un de généreux, on a l'impression. Voilà, voilà, qui aimait bien la gloire, c'est clair, mais qui était généreux, je crois.
Alors Berlioz, lors du chœur des baigneuses, on appelle ça le chœur des baigneuses, Berlioz va souligner le mélange des bassons et des violoncelles qui miment très bien le bruit de l'eau aussi, hein. Alors, je vais m'arrêter là, juste avant l'arrivée de Raoul, qui arrivera les yeux bandés. Alors, il doit arriver les yeux voilés, c'est assez romanesque, même Aude Rose, hein, c'est l'opéra comique, là, en fait. On est dans l'opéra comique. Donc, avant que le page n'arrive, avant que Raoul n'arrive, le page, qui est toujours aussi hâbleur, va interpréter un air, hein, évidemment. Mais cet air a été rajouté ultérieurement, il n'est pas dans la version de 1836, pour une chanteuse. Vous savez que Giacomo Meyerbeer accordait de l'importance aux interprètes et allait adapter ses opéras à la présence de certains interprètes, et notamment cette chanteuse qui s'appelle Marietta Alboni. Et c'est un air qui comporte des notes sur graves, hein. Alors, je fais confiance à ceux qui ont analysé l'œuvre, des la bémol, des sol et même des fa graves, pour un rôle quand même de mezzo, parfois soprano qui ont chanté ça, hein, cet air du page, j'ai remarqué, hein. Et donc c'est non, 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 vous n'avez jamais, je gage, non, rien appris de tel par la voix du jeune page. C'est non, 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 du village, jamais n'oublierons ce train. Enfin bref, c'est comme ça. Entouré de gens sans nombre sur ses yeux, un voile sombre. C'est très joli cette phrase d'ailleurs, hein. C'est d'une élégance, mais c'est d'une beauté, d'une élégance. Moi j'adore ça. J'adore ce qui est élégant. Je crois que et il y a tout dans cet opéra. Il y a l'élégance, la barbarie. Il y a un mélange de plein de choses. Et c'est ça qui est formidable, hein. Et voilà, je vais en rester là. Donc le page est annoncé et ensuite dans la suite de l'acte il va y avoir le très beau duo conventionnel dans l'idée sans doute entre Marguerite et Raoul de Nangis, Marguerite de Valois et Raoul de Nangis. Ils vont être séduits mutuellement l'un par l'autre, ce qui met un peu l'accent sur le côté superficiel et un peu nunuche de Raoul, hein, qui se jette sur la première jolie femme venue, hein. Mais il faut dire qu'il a cru, dans le premier acte, où j'ai pas dit, il a cru que Valentine l'avait trahi, puisqu'elle s'est entichée du comte de Nevers. Mais entre-temps, elle a dit au comte de Nevers qu'elle était amoureuse de Raoul. Raoul, vous savez, quand il a chanté Plus blanche que la blanche hermine dans l'acte 1, un des passages qui me plaît le moins de l'opéra d'ailleurs, hein, eh bien, il a révélé son amour pour Valentine, qu'il a sauvé de méchants étudiants, qu'il allait la malmener. Et ils se rendent compte à un moment donné que c'est la petite amie du comte de Nevers, et donc il va s'en éloigner. Donc il peut se permettre de tomber amoureux de Marguerite de Valois. Voilà. Bon, j'ai pas été assez précis pour l'acte 1, mais je me suis basé plus sur la musique que sur l'intrigue. Mais j'aurai l'occasion de toute façon de détailler cet opéra que je vais réécouter encore et qui fera l'objet de vidéos individuelles. Merci en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir subi ma voix, hein, qui était là pour vous démontrer l'intérêt de l'opéra, même avec mes moyens vocaux très 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 limités. Je pense que vous avez saisi la beauté de certains passages. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite de ces vidéos consacrées donc aux plus renommés compositeurs du 19e siècle.